Continuons tout doucement notre progression dans l'apprentissage du langage Python. À présent, nous sommes au niveau du chapitre 4 consacré aux structures de données dans Python. La première structure de données que nous verrons est la liste. Alors, qu'est-ce qu'une liste dans Python? La liste est l'une des structures permettant de stocker des données. Elle peut contenir des chaînes de caractères, des nombres, des booléens, d'autres listes, ainsi que d'autres types de structures de données. En fait, la liste, dans une liste, vous pouvez vraiment tout mélanger. D'accord? Prenons un exemple. Créer une liste. Il faut savoir que dans Python, pour créer une liste, il faut mettre un double crochet comme ceci. Nous allons créer une liste de courses. Supposons que vous voulez aller au supermarché, mais que vous devez faire votre liste. D'accord? C'est comme ça qu'on fait dans la vie réelle. Lorsque vous voulez aller faire vos courses, vous écrivez dans une liste tout ce que vous allez acheter afin de ne rien oublier au supermarché. Et c'est exactement ce que nous allons faire dans le langage Python. Nous allons créer notre liste. On met double crochet comme ceci. D'accord? Pour l'écrire, moi, sur mon clavier, je fais Alt et j'appuie sur 5. Donc, il suffit de retrouver la façon de faire ce symbole-là, d'écrire ce symbole-là sur votre clavier. Et on va mettre les éléments que nous devons acheter au supermarché. Nous allons acheter de la farine de blé. Nous allons aussi acheter des pâtes alimentaires. D'accord, donc je mets pâtes. Nous allons également acheter du lait et des légumes. Voici notre liste de courses. Étant donné qu'il s'agit des chaînes de caractères, je les ai mis entre guillemets, chaque élément entre guillemets. Donc, je peux afficher ma liste de courses. J'exécute, vous voyez, ça m'affiche farine de blé, pâtes, lait, légumes. D'accord? Si je mets une cellule de code ici, imaginez que vous ne connaissiez pas, voilà, ce type de structure-là. Donc, comme je vous l'avais dit, pour retrouver le type d'un objet Python, il vous suffit de faire appel à la fonction type. Donc, je fais tout simplement type, parenthèse, et je me fais course pour me dire c'est quelle classe d'objet en fait. C'est une liste. Donc, course est bel et bien une liste. Alors, on peut retrouver un ou plusieurs éléments d'une liste grâce à l'indexation. Nous avons vu précédemment ce que c'est que l'indexation. Retenez que dans Python, on commence à compter à partir de 0. Donc, imaginez que vous voulez récupérer le premier élément de votre liste. Tout simplement, vous faites course égale crochet, non, plutôt course, d'accord, crochet 0, d'accord, et vous exécutez. Le premier élément de ma liste course, c'est bel et bien farine de blé, d'accord. Je mets une autre cellule de code. Supposons que je veuille récupérer le second élément. Donc, c'est à l'indice numéro 1. C'est bel et bien pâte. D'accord? Une autre cellule de code, par exemple. Je veux récupérer maintenant, je suppose, les deux premiers éléments. D'accord? Les deux premiers éléments ou voilà, les deux premiers éléments. Donc, je fais course, crochet. D'accord? Le premier élément est d'indice 0. Le deuxième élément est d'indice 1. D'accord? Le troisième élément est d'indice 2. D'accord? Et le quatrième élément d'indice 3. Donc, si je veux récupérer, par exemple, farine de blé, pâtes et lait, il faut que je fasse ça. D'accord? Il va prendre l'élément d'indice 0, l'élément d'indice 1 et l'élément d'indice 2. Il ne prendra pas l'élément d'indice 3. Parce que, comme nous l'avions vu précédemment, il ne considère pas la borne supérieure, le chiffre qui est sur la borne supérieure. Donc, j'exécute, vous allez voir. Donc, ça m'a pris farine de blé, pâte, lait. Exactement. Farine de blé à la position 1. Pâte, farine de blé est d'indice 0.
path est d'indice 1 et les est d'indice 2 et les trois premiers éléments de ma liste course. D'accord? Alors, je peux combiner des listes. Supposons que vous avez oublié certains éléments à acheter au supermarché. Donc, il faut compléter votre liste. Alors, comment compléter votre liste? Vous allez faire ma liste. D'accord? Ma liste plus, en fait, d'accord? Vous allez dire, par exemple, vous allez créer une nouvelle liste, d'accord? Vous pouvez créer une nouvelle liste ou tout simplement même garder votre liste et la mettre à jour, d'accord? Donc, vous pouvez dire, par exemple, ma liste course maintenant est égale à mon ancienne liste course, d'accord? Plus maintenant un autre élément, d'accord? Les autres éléments que vous voulez mettre. Supposons que vous voulez acheter de la viande et du sucre. Viande et du sucre. D'accord? Donc, c'est votre nouvelle liste. Soit vous la nommez exactement comme votre ancienne liste ou vous la nommez autrement. On peut mettre par exemple L. D'accord? Donc, vous avez créé une autre liste L qui est votre ancienne liste course plus une autre liste viande composée des éléments viande et sucre que vous voulez acheter aussi. Donc, affichons L. Donc, ça fait farine de blé, pâtes, lait, légumes qui forment ma liste course et j'ai complété avec les éléments viande et sucre. D'accord? Donc, voilà comment vous pouvez combiner des listes en faisant appel à l'opérateur plus. Vous pouvez aussi avoir une liste mixte. Comme je l'ai dit en introduction, la liste vraiment, c'est comme, je ne vais pas employer ce terme, mais vraiment c'est comme une poubelle, quoi. Il y a tout dedans, il y a tout dedans. Vous pouvez tout mettre dedans, vous pouvez tout mélanger. Tout type d'objet Python peut rentrer dans une liste. Donc ici, je vais créer une liste que je vais appeler liste mixte qui est égale à franchement plusieurs choses. Donc je vais dire par exemple 1, 10.5, 365. Ça, c'est des chiffres. D'accord, il y a des entiers naturels, des nombres entiers naturels, des nombres décimaux. D'accord, je peux dire aussi par exemple une liste Michael Jackson. D'accord, pourquoi pas Michael Jackson. D'accord. Michael Jackson 1982. D'accord, je mets le mot pop, d'accord, comme ceci. Donc, j'ai une liste à l'intérieur d'une autre liste, d'accord. Et je continue à remplir ma liste. Je peux mettre tout ce que je veux encore. Je peux dire mettre true, d'accord, qui est un booléen, d'accord, que nous avons vu aussi, et false, d'accord. Donc, regardez, dans ma liste, dans cette liste mixte là, j'ai des nombres décimaux, des nombres antinaturels. J'ai une liste, d'accord, j'ai encore une liste à l'intérieur, d'accord. J'ai des booléens. Donc, vraiment, dans Python, dans une liste, vous pouvez tout mettre, d'accord. J'affiche. Voilà, ça m'affiche liste, d'accord. Et quand je fais pour vous rassurer que c'est vraiment une liste et non autre chose, je vais toujours lui dire de m'afficher le type. Et vous voyez, c'est bel et bien une liste. Donc, liste mixte est une liste composée d'objets de types différents. D'accord, c'est une liste mixte. Voyons à présent quelques méthodes applicables aux listes. Nous allons premièrement voir la méthode extend. Vous vous rappelez, nous avions complété notre liste course, d'accord, en créant une autre liste qui est égale à la liste course plus viande et sucre. Nous pouvions le faire autrement, d'accord. Nous pouvions dire par exemple que, on suppose, on veut acheter du chocolat, de la crème glacée et des biscuits, d'accord. On va dire course.extend comme ceci. On va mettre la liste à l'intérieur. On va dire chocolat, d'accord, crème glacée, donc pour acheter des crèmes glacées,
et des biscuits. D'accord? Et on affiche maintenant la liste course. D'accord, regardez. La liste course était égale à farine de blé, pâtes, lait, légumes. C'était les éléments qu'il y avait dans notre liste course précédemment. Et nous avons ajouté du chocolat, de la crème glacée et des biscuits directement avec la méthode extend. Donc, voilà ce que fait la méthode extend. On peut trouver la position d'un élément dans une liste avec la méthode index, c'est-à-dire la position, d'accord, de l'indice, d'accord, l'indice d'un élément dans une liste en utilisant index. Donc, tout simplement, je vais dire par exemple, je veux la position de l'élément lait. Donc, position lait égale, je fais cos point index comme ceci et je mets l'élément dont je veux récupérer la position. D'accord? Et je vais afficher sa position. Je vais afficher la variable. J'exécute 2. Donc, ça veut dire que l'élément lait dans ma liste course est à la position 2. Regardez. Farine de blé, indice 0. Pâtes, indice 1. Et lait, effectivement, à l'indice 2. D'accord? On peut supprimer un élément d'une liste avec la méthode pop. D'accord? On va voir. Supposons que vous ne voulez plus acheter du lait. D'accord? Vous ne voulez plus acheter du lait. Vous voulez supprimer ça de votre liste. Vous faites tout simplement cos, d'accord, point pop. Et vous mettez la position de l'élément lait. D'accord? La position qu'elle occupe dans votre liste. Vous mettez ça dans la parenthèse. Donc, nous, on avait nommé sa position lait. D'accord? Donc, c'est pop 2 en fait. Maintenant, on affiche course. On va voir si lait est toujours dedans ou pas. Regardez, farine de blé, pâtes. D'accord, lait était là après pâtes. Il n'y a plus du lait maintenant. D'accord, donc vous avez supprimé le lait de votre élément parce que vous ne voulez plus acheter du lait au supermarché. Donc, voilà l'utilité de la méthode pop. Les listes sont des objets Python itérables. D'accord, donc, par exemple, vous pouvez utiliser une liste avec une boucle for parce que ce sont des objets itérables. On peut itérer sur une liste. On donne encore une petite activité qu'on va résoudre ensemble. Donc, c'est toujours le cours qui continue. On dit, vous êtes professeur dans une classe qui compte 5 élèves et vous voulez effectuer une petite étude sur l'âge de vos élèves. Écrivez un petit programme qui demande à chaque élève de rentrer son âge dans une liste. Calculez l'âge moyen, l'âge médian. Attention, ici c'est âge médian. Je corrige, j'exécute, j'enregistre. Âge minimum et âge maximum de votre effectif. D'accord? Donc, nous allons le faire ensemble. Je vous prie de bien suivre la correction de cette activité, car la structure de code, le code que nous allons écrire, c'est un code qui est très souvent écrit en analyse de données. D'accord? Donc, suivez très bien. Nous allons d'abord déclarer une variable qui est égale à 5, qui en fait stocke l'effectif de la classe. Donc, on va dire n égale à 5. D'accord? Donc ça, c'est, je mets en commentaire ici, ça représente l'effectif de la classe. D'accord? Qu'est-ce qu'on veut faire? Il faut toujours se poser cette question lorsque vous voulez écrire un programme. Qu'est-ce que vous voulez résoudre? En fait, le professeur, il veut faire une étude statistique sur les notes de ses élèves. D'accord? En calculant et sur l'âge plutôt, excusez-moi, sur l'âge de ses élèves, en calculant l'âge moyen, l'âge médian, l'âge minimum, donc l'âge maximum. C'est ce qu'il veut faire. Afin de faire cela, il faut déjà qu'il ait les âges de ses élèves. D'accord? Il faut déjà qu'il ait un objet dans lequel se retrouvent les âges de ses élèves. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous pouvons faire? Étant donné que nous savons qu'une liste
peut stocker des éléments. D'accord? Nous allons stocker les âges de ces élèves dans une liste. Nous allons créer une variable âge que nous nommons âge liste qui est égale à. Nous allons écrire les âges. Mais en fait, nous ne connaissons pas les âges des élèves. D'accord? Nous ne connaissons vraiment pas les âges des élèves. Donc, le professeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à chaque élève de rentrer son âge et ça sera stocké directement dans notre liste vide âge liste. Donc, il faut bien suivre la logique. Le professeur, il va demander à chaque élève de dire son âge et l'âge que chaque élève donne sera stocké directement dans la liste vide. D'accord? Donc, le premier élève donne son âge, ça va se stocker dedans. Le deuxième élève donne son âge, ça va se stocker dedans. Et le troisième donne son âge, ça va jusqu'à ce que les 5 donnent leur âge. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va dire for, attention, for i. D'accord, je laisse un peu d'espace. In range. D'accord? Il va itérer combien de fois? Il va itérer, d'accord, 5 fois. Donc, range 5, 2 points. D'accord? Il va dire print, quel est votre âge? D'accord? Il va dire print, quel est votre âge? Et l'âge sera stocké dans une variable, par exemple, âge int input, afin de permettre à l'élève de rentrer son âge avec le clavier. D'accord? Donc, âge. Donc, première itération, le premier élève va, le programme va demander au premier élève de rentrer son âge, il va le faire. Deuxième itération, le programme va encore demander de rentrer l'âge au deuxième élève, il va le faire, ainsi de suite. D'accord? Donc, si j'exécute, c'est ce que ça va me faire. Quel est votre âge? Je rentre par exemple, non, je dis 15 par exemple. Après, quel est votre âge? 16. Quel est votre âge? 20. Quel est votre âge? 14. Quel est votre âge? 18. Jusqu'à ce que tout le monde ait rentré son âge. Vous voyez, ça marche. Quel est votre âge? Donc, 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, les 5 élèves peuvent rentrer leur âge à partir de ce programme-là. Vous voyez? Mais en faisant comme ça seulement, on n'a pas enregistré les réponses dans la variable âge liste, dans la liste âge liste. D'accord? Donc, on peut le faire en faisant comme ceci. Âge liste. D'accord? On va dire à chaque fois, à chaque itération, la valeur de âge qui a été rentrée dans le clavier et pas le clavier qui a été rentrée par l'élève sera stockée dans la liste âge liste en faisant appel à la méthode append. C'est cette méthode qui va nous permettre de stocker la valeur de la variable âge. Donc, à chaque itération, l'âge que l'élève rentre, l'âge que chacun des élèves rentre sera stocké directement dans la liste vide. D'accord? Parce que auparavant, nous avons déjà initialisé la liste, âge liste, elle était vide. Maintenant, avec ce code-là, elle va se remplir. D'accord? Elle aura 5 valeurs. Et on peut finalement afficher, on peut finalement sortir de la boucle for et afficher maintenant âge liste. On exécute pour voir. Alors, le premier élève, on lui demande son âge, il a 15 ans. Le deuxième élève, il a, on va dire, 18 ans. Le troisième, 20 ans. Le quatrième, on va dire 17. Le cinquième, on va dire 16. D'accord? Donc, 15, 18, 20, 17, 16. Regardez, âge liste, c'est ça ici. Notre liste n'est plus vide, mais elle est remplie maintenant de 5 chiffres, d'accord, qui représentent les âges des 5 élèves. Nous pouvons maintenant passer aux statistiques.
Donc, pour faire les statistiques, nous avons besoin d'une librairie supplémentaire. Il faut comprendre que Python en lui-même, c'est comme une grande librairie, d'accord? Et il y a des modules par défaut qui nous permettent de faire des choses sans rien importer de plus. Mais très souvent, lorsque nous allons rentrer dans l'analyse de données, et dans le machine learning, dans la data science, il y aura des formations pour ça sur le site web. Nous aurons besoin de librairies supplémentaires, d'accord, qui viendront compléter les fonctionnalités intrinsèques de Python, d'accord. Python à lui seul ne peut pas tout faire. C'est comme vous achetez un smartphone, d'accord. Dans votre smartphone, il a des applications par défaut qui sont venues, des applications qui sont venues avec votre téléphone. Mais ces applications-là ne peuvent pas à elles seules vous permettre de bien utiliser votre téléphone. Vous avez besoin des applications supplémentaires, par exemple, pour une bonne utilisation de votre téléphone. C'est un peu comme ça aussi avec les langages de programmation. Nous avons besoin d'une librairie qui s'appelle statistique pour faire de la statistique. Donc, pour importer une librairie, on fait tout simplement import statistique. Maintenant, pour appeler une fonction de cette librairie-là, il faut toujours la précéder du nom de la librairie. Et puisque statistique, c'est très long, on va mettre un as, st. Comprenez le as, st comme une sorte de pseudonyme qui remplace le nom de la librairie. Donc, au lieu de dire statistique à chaque fois, on va dire st, tout simplement. Donc, pour calculer l'âge moyen de cette classe-là, donc âge moyen, ça fait st.min, entre parenthèses comme ça, la liste, âge liste. D'accord? Et pour calculer l'âge médian, comme vous vous en doutez, peut-être, ça fait st médian, âge liste. Pour calculer l'âge maximum, d'accord? Donc ici, âge médian. Attention, âge médian, âge maximum. Ici, je n'ai pas besoin de la librairie statistique. J'ai juste besoin d'appeler la fonction max, qui est une fonction intrinsèque à Python. D'accord? Et pareil pour aussi le minimum. Donc, âge minimum, ça fait min. D'accord? Donc, j'avais besoin de la librairie statistique pour la moyenne et la médiane. J'exécute. Donc, voici les résultats. L'âge moyen, c'est 17,2. L'âge médian, c'est 17. L'âge maximum, c'est 20. Et l'âge minimum, c'est 15. Reprenons l'exécution. Encore une fois, on reprend ici, on exécute. On rentre les âges. Donc, quel est votre âge à la première personne? On va supposer, ce sont des étudiants. Maintenant, on suppose que c'est des étudiants, c'est de grandes personnes. Donc, on va dire 22. D'accord? 19, 25, 30, 28. D'accord. Et regardez, ça, la variable âge liste, la liste âge liste est mise à jour parce qu'on a fait une réexécution. Donc, on a 22, 19, 25, 30, 28. Maintenant, on exécute encore cette cellule de code. Et vous voyez maintenant les statistiques. L'âge moyen de cette classe, c'est 24,8. L'âge médian, c'est 25. L'âge maximum, c'est 30. Ça veut dire la plus grande personne a 30 ans dans cette classe et la plus petite personne a 19 ans. Nous sommes un peu... Bon, en fait, il n'y a pas une personne qui a 24,8 ans. D'accord? Donc, on va demander au programme d'arrondir cette valeur-là. Donc, pour arrondir, vous faites appel à la fonction round, comme ça, et vous mettez ce que vous voulez arrondir à l'intérieur de la parenthèse. Donc, on ouvre la parenthèse, et attention, on n'oublie pas de mettre une parenthèse ici, d'accord? Exécuter, et regardez, il a arrondi 25, ce n'est plus 24,8, maintenant c'est 25, 25, 30, 19, voilà. Donc, cette structure de code-là, le fait de créer une liste vide, et après de remplir cette liste vide avec un for
elle est très utilisée en analyse de données. Donc, vous créez une liste vide et après, avec une book for, vous enregistrez des valeurs dans cette liste vide. Donc, il faut bien garder en esprit cette structure de code-là. Création d'une liste vide, book for, méthode append pour enregistrer des valeurs dans la liste vide. D'accord? Passons maintenant à l'exercice d'application. Il est très simple. Je vous conseille, comme d'habitude, de mettre pause à la vidéo, de réaliser l'exercice vous-même et de remettre la vidéo pour regarder la correction et poursuivre votre formation. On demande d'ajouter 3 éléments de votre choix à la liste course qu'on a créée précédemment. 3 éléments de votre choix. Appliquez la méthode .sort à la liste course et affichez la liste course. On vous demande que constatez-vous. Donc, réalisez, écrivez le code vous-même. Alors, j'espère que vous avez écrit le code de résolution de cet exercice d'application. Enfin, j'espère que vous avez réfléchi d'abord avant de regarder la correction. On va dire course. Nous avons vu plusieurs méthodes. Enfin, nous avons vu la méthode extend, d'accord, qui permet d'ajouter des éléments dans une liste précédemment créée. Et il y a aussi l'opérateur plus. Ici, nous voulons ajouter 3 éléments à notre liste course. Donc, on va faire course.extend comme ça. D'accord? On va dire, qu'est-ce qu'on peut ajouter? On va dire, par exemple, on veut acheter un cahier. Ou bien des cahiers même. Des cahiers. Je sais que je l'écris bien, non? Ce n'est pas des cahiers, des cahiers. Et du savon. D'accord? Et quoi encore? On va dire des bougies. Ou des lampes. D'accord? On affiche la liste. Voilà notre nouvelle liste course. On nous demande maintenant d'appliquer la méthode sort à la liste course et d'afficher la liste course et on nous demande que constatons-nous. Donc, je fais course.sort, j'exécute et j'affiche la liste course. La liste course là, regardez, qu'est-ce que vous remarquez? Voici la liste course originale, farine de blé, pâtes, légumes, etc. Mais la nouvelle liste course, regardez, ça commence par biscuits, après cahier, chocolat, crème glacée, farine de blé, lampe, légumes, pâtes, savon. Donc, en réalité, la méthode sort appliquée à la liste course là a permis comment dire, de classer dans l'ordre alphabétique les éléments de la liste. D'accord? Donc, la méthode sort appliquée à une liste permet de classer dans l'ordre alphabétique les éléments de cette liste. Donc, biscuit est le premier élément qui vient dans l'ordre alphabétique. B, après cahier, chocolat, crème glacée et en dernière position, savon. D'accord? Donc, ça, c'est aussi une autre méthode que vous pouvez utiliser avec les listes